L'invité de Paris Direct est ce matin, Luc Frémiot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien juge d'instruction et ancien procureur de la République. Vous aviez obtenu, je le rappelle, l'acquittement d'Alexandra Langean en 2012, une femme battue qui avait tué son mari. Depuis 2003, depuis de nombreuses années, vous avez fait de la lutte contre les violences intrafamiliales votre cheval de bataille et votre livre, Non-assistance à femme en danger, vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Alors, j'aimerais d'abord que l'on évoque la couverture de votre livre, qui n'est pas sans rappeler, bien sûr, ces colleuses contre les féminicides. Et c'est justement tous ces collages qu'on a vus apparaître. Pourquoi avoir fait ce choix? C'était une façon aussi de leur rendre hommage à elles pour leur combat? C'est une façon de rendre hommage à leur engagement. Et puis on les voit de dos, elles sont anonymes. Et ça rappelle le fait que, quoi qu'on en dise aujourd'hui, la parole n'est pas libérée. Selon vous, toujours pas, malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré ce qu'on peut voir, notamment sur les réseaux sociaux? Oui, mais c'est justement la preuve que la parole n'est pas libérée. La parole sera libérée le jour où une femme se rendra en toute sécurité dans un commissariat, verra sa plainte reçue avec courtoisie, avec attention, et verra ensuite son conjoint pris en charge et puis retiré du domicile conjugal. Là, on sera effectivement face à une parole libérée. On va revenir évidemment sur ce dont vous parliez à l'instant. Un mot d'abord sur le début finalement et ce qu'on comprend à travers votre livre. Pour commencer, il faut d'abord commencer par un dépôt de plainte. C'est l'essentiel, c'est le premier pas à faire. Vous expliquez qu'il ne faut surtout pas une main courante. Alors pourquoi? Expliquez aux téléspectateurs pourquoi il est essentiel de déposer une plainte et non pas une main courante. Parce que si on ne dépose pas de plainte, il n'y a pas d'enquête. C'est-à-dire que le conjoint ne sera pas entendu, on ne recherchera pas de témoins, il ne se passera rien. La main courante, c'est seulement la consignation d'une déclaration qui donne une date certaine, c'est tout. Tandis que la plainte, elle est reçue par un officier de police judiciaire qui va normalement faire des investigations, écouter cette personne, l'envoyer éventuellement devant une unité de médecine légale, rechercher des témoins et surtout prendre en charge en garde à vue l'auteur des violences. Alors, l'autre problème dont vous parlez, je vais vous citer, les victimes font l'objet d'un traitement qui relève de la loterie en fonction du commissariat ou de la brigade de gendarmerie devant lesquelles elles se présentent. Vous en parliez également à l'instant par rapport à cette liberté de parole. Qu'est-ce que vous préconisez notamment pour que les femmes aient justement à nouveau confiance en la police et pour se rendre dans ces commissariats pour aller porter plainte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une grande partie, malgré tout, des fonctionnaires de police et de gendarmerie qui font bien leur métier. C'est important de le souligner, bien sûr. Moi, je parle évidemment de ce qui ne va pas. D'ailleurs, j'ai dédié mon livre aux gendarmes qui sont morts lors d'une intervention. Ce qui est important, effectivement, c'est que ces plaintes soient prises correctement. C'est très difficile de se rendre dans un commissariat, vous savez, et d'aller dénoncer son compagnon qu'on aime encore, bien souvent. Oui, puis parfois, vous l'expliquez, dans les petits commissariats, les femmes ont peur d'être reconnues, que les gens, avec le bouche à oreille, disent « mais pourquoi est-ce qu'elle est là ?» Donc, il faudrait peut-être pouvoir vraiment faire ça. Mais comment on fait, justement, pour... Il faudrait déjà dédier un espace qui permettrait effectivement de les recevoir très rapidement à partir du moment où ils se sont présentés au planton pour expliquer de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas de les laisser avec la personne qui vient déclarer un vol ou une dégradation de voiture, par exemple. Il faut pouvoir tout de suite les mettre en confiance. Une femme qui n'est pas reçue dans un commissariat ou qui est mal reçue ne reviendra pas. Ce sont des appels au secours lorsqu'on se rend sur place. Et si ces appels au secours sont négligés, le gros risque, c'est qu'elles tombent effectivement dans malheureusement la majorité des cas, c'est-à-dire des femmes qui subissent ensuite l'emprise et qui ne quittent pas leur compagnon. Alors, vous le répétez aussi plusieurs fois dans votre livre, le problème, c'est pas forcément la loi, il ne faut pas forcément qu'elle soit changée, il faudrait juste qu'on commence déjà par l'appliquer. Si j'ose dire, c'est aussi bête que ça, finalement. Mais tout à fait. Vous savez, moi, quand j'ai commencé en 2003, et je l'explique dans mon livre, j'avais aucun élément juridique. J'ai fait une espèce de chantage judiciaire. J'ai obligé les gens à quitter leur domicile, les auteurs. Je les plaçais dans un foyer sans domicile fixe. Aujourd'hui, on a tous les éléments. Le problème, c'est qu'il manque une volonté. Il manque la volonté judiciaire et la volonté politique, j'en doute, elle n'est pas toujours au rendez-vous. On n'a pas de grande cause de l'année. Moi, je reste malgré tout sceptique quand je vois la faiblesse des moyens qui sont déployés et puis surtout l'absence de directives claires, notamment du ministère de la Justice, pour obliger les procureurs à instruire les dossiers et à prendre des décisions. Alors, quand on voit pourtant ce dont vous parliez à l'instant, dans votre livre, vous avez proposé des solutions concrètes que vous avez appliquées quand vous étiez procureur de la République à Douai, et qui ont été mises en place. Elles ont fait leurs preuves. Le taux de récidive des auteurs de violences est stabilisé entre 6 et 8 %.
Pourquoi, dans ces cas-là, c'est pas mis en place? Qu'est-ce qui fait peur? C'est cette mesure dont vous parliez tout au début de l'interview qui a été évoquée, et finalement, c'est cette éviction des hommes du foyer, des hommes violents du domicile conjugal pour les placer dans des centres d'encadrement. C'est ça qui fait peur, ou que qu'on ne comprend pas finalement? Oui, mais c'est ça, c'est un des éléments, effectivement, qui fait peur. J'ai entendu encore il y a peu de temps, c'était l'année dernière, en 2019, c'était Mme Schiappa qui avait expliqué, ça me donne un état d'âme de mettre de l'argent dans les centres d'accueil pour les hommes. Il ne s'agit pas de les accueillir avec une tasse de thé et des croissants. Il s'agit de les confier à des psychiatres et des psychologues, de les éloigner du domicile conjugal ou familial, et surtout de leur apprendre ce qu'est la violence, de leur expliquer dans quelles conditions ils passent à l'acte. Quand ils prennent conscience du fait que bien souvent, c'est à la suite d'une petite chose que le déclenchement de la violence va arriver, ça leur permet de travailler. Et il faut le faire le plus vite possible, ne pas attendre que ces hommes se soient sédimentés d'une certaine manière dans la violence. Plus on agira vite, dès les premiers coups, plus on les enlèvera du domicile pour les confier à des psychiatres et des psychologues, plus on aura des résultats. 6 à 8% à Douai, 45% à l'époque de Grenelle sur le plan national de récidive. Et puis il y a également le foyer Rosati qui a été mis en place. Ça aussi, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Pourquoi, on a envie de dire, pourquoi c'est pas finalement présent dans toute la France? Parce que c'est toujours pas une priorité. Parce qu'il faut du temps, parce que c'est compliqué parfois à monter. Il faut trouver des psychiatres, il faut trouver des locaux, il faut trouver un budget. Mais malgré tout, vous savez, lorsque l'on veut, on peut le faire. Moi, je l'ai fait, j'avais pas du tout d'argent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai noué un partenariat avec le foyer des Compagnons de l'Espoir, qui recevait ces auteurs de violence avec des sans domicile fixe. Ce qui avait d'ailleurs un avantage, c'était de provoquer un choc psychologique chez ces auteurs qui comprenaient que la norme était rappelée et qu'aujourd'hui la victime n'était plus seule. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris conscience qu'il fallait agir il y a déjà de nombreuses années, mais quel a été votre déclic? C'est ma pratique des assises. Vous savez, lorsque vous êtes dans un procès criminel et que vous voyez une jeune femme de 20 ans, 30 ans sur une table d'autopsie, alors qu'elle est allée à plusieurs reprises devant un commissariat pour déposer plainte, que la plainte n'a pas été reçue ou qu'elle n'a pas été instruite, qu'on aurait pu éviter cela, forcément, ça vous donne envie de faire quelque chose. Et puis en plus, vous savez, lorsqu'on travaille aujourd'hui sur les violences, on travaille pour demain parce qu'il y a souvent des enfants qui sont des victimes, des témoins et des otages. C'est un vrai phénomène de société sur lequel il faut se battre et se réunir et travailler en réseau. Vous n'avez pas été tendre, d'ailleurs, dans votre livre avec l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Vous n'avez pas été tendre non plus avec le Grenelle des violences conjugales qui a lieu fin 2019. En même temps, quand on fait un bilan 1 an et demi après, on voit que certaines choses ont avancé, mais que le bilan reste quand même insuffisant. En demi-teinte, il y a plus de 200 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année. 1000 bracelets électroniques anti-rapprochement devaient être mis à disposition à partir de fin décembre 2020. Où est-ce qu'on en est? Et c'est vrai que quand on voit ce chiffre de 200 000 femmes et ce nombre de bracelets, on se dit que c'est un chiffre dérisoire. Et ce chiffre de 200 000 femmes est d'ailleurs minoré, parce qu'il y a toutes les femmes qui se signalent. C'est ce chiffre noir dont on parle. Bien sûr. Donc effectivement, il suffit de faire le rapport entre le nombre de bracelets disponibles. Et le bracelet, ce n'est pas la solution définitive. Hein. Ça dépend quand est-ce qu'on le place. Si on attend que l'auteur soit condamné des mois plus tard, ça ne sert plus à rien. Il faut le placer immédiatement au moment où l'on retire du domicile l'auteur des violences. Il y a tout un travail à réfléchir là-dessus. Et puis, alors, 1000 bracelets, effectivement, pour 200 000 femmes, on a compris tout de suite que le grand écart était compliqué. Est-ce que vous avez quand même l'impression que le ministre de la Justice a pris conscience que ce fléau est devenu majeur et dans la société française? Emmanuel Macron avait fait de la lutte contre la violence faite aux femmes une grande cause nationale de son quinquennat. Je rappelle juste ce chiffre-là. Aujourd'hui, le collectif, selon le décompte effectué par le collectif Nous Toutes, depuis le début de l'année, 22 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, 90 femmes en 2020, 146 en 2019. C'est pour ça aussi que Éric Dupond-Moretti a dit que c'était une baisse modeste, mais que ça donnait un peu d'espoir. Vous en pensez quoi? Oui, moi l'espoir, j'espère le garder. Mais la vérité, c'est que ça a eu lieu en période de confinement. Et la plupart des féminicides ont lieu au moment où une femme quitte le domicile aussi. Ou plus tard, une fois que la rupture est consommée. Là, elle ne partait pas, bien évidemment, puisqu'elle restait confinée. Alors ça met déjà ce chiffre de 90... ça pose une véritable question. Pour le reste, je ne suis pas persuadé que le garde des Sceaux ait pris la mesure totale du phénomène. Tant qu'on n'aura pas en fait des instructions précises au procureur de la République, en leur demandant, vous savez, des états trimestriels, combien de mains courantes, et pourquoi il y a eu des mains courantes qui sont interdites, combien de plaintes, qu'est-ce qu'on a fait des plaintes, est-ce qu'on a retiré l'auteur du domicile?
A-t-on traité celui-ci aux mains des psychiatres? A-t-on pris en charge la victime? C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser. Il faut une espèce de carcan procédural qui oblige les uns et les autres à suivre cette procédure et à prendre éventuellement des sanctions lorsque ça se traduit par une négligence qui aboutit sur une table d'autopsie. Oui, puis comme vous le dites, c'est très important, c'est écrit dans le code pénal, le policier se doit de prendre... C'est une obligation. Ce n'est pas lui qui qualifie l'infraction, il a l'obligation de prendre cette plainte, et quand il la refuse, il faut revenir à la charge, éventuellement avec un travailleur social d'une association d'aide aux victimes ou un avocat, mais il ne faut pas lâcher prise. Merci beaucoup Luc Frémiot d'avoir été avec nous. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Non-assistance à femmes en danger. Je rappelle également qu'en France, il existe un numéro de téléphone, le 39 19 ou le 114 par SMS pour les femmes victimes de violences. Votre interlocuteur est là pour vous écouter, vous informer et vous orienter. Alors n'hésitez pas, ce n'est pas retraçable sur les factures de téléphone, donc c'est anonyme. Merci encore. Merci madame. L'information continue sur France 24.